cette année. Bilal, t'avais une question pour Ghislain concernant les Lakers. Salut Ghislain, je veux juste te poser une question. Comment tu sens James Harden? Parce que j'ai LeBron James, excuse-moi, parce que j'ai un peu suivi les derniers matchs des Lakers et ils ont quand même mis 4-0 à Portland les 4 derniers matchs et j'ai trouvé ça très très bon moi par rapport à LeBron James et même Anthony Davis. Est-ce que tu penses que les Lakers ont la capacité à battre Houston et aller et jouer la finale contre les Clippers? Oui, non, mais ça, j'ai pas trop de doutes. Ils arriveront à passer Houston. Et puis justement, comme je disais, par rapport à la taille, etc., ils ont un impact physique qui est vraiment aussi. Puis Houston, ils sont fatigués, il y a tout ça. Ils auront peut-être un peu moins de pression, Houston, parce que la vraie pression a été ici. Mais les Lakers, pour moi, devraient passer. Mais encore une fois, je me dis, ils vont se faire peur. Encore une fois, ils vont se faire peur. Parce qu'ils savent pas gérer les matchs serrés. Et, surtout qu'en plus, si Houston joue malin, ils devraient faire que des fautes sur LeBron James et un peu Anthony et Dwight Howard, des joueurs qui ne savent pas tirer au lancer franc. Ils ont plein de joueurs, les Lakers, qui ne savent pas tirer des lancers francs. Ils font 1 sur 2, des fois ils font 0 sur 2. Et en playoff, je dis pas en saison régulière. En saison régulière, c'est complètement différent. T'as pas la même pression pour les tirs au lancer franc. T'es pas fatigué, tu peux les tirer. Quand t'as la fatigue, que tu prends des coups, c'est pas pareil pour tirer des lancers francs. Et LeBron James, il n'y arrive pas en playoff. Il a toujours du mal. C'est pour ça que quand il a gagné ses titres, il avait des joueurs qui savaient tirer des lancers francs, qui étaient bons à 3 points. Et les Lakers n'ont pas ça. Donc ils vont se faire peur. Et oui, je pense qu'ils arriveront à passer. Là où j'ai plus peur, ce sera face aux Clippers de Kawhi Leonard qui sont... On a vu ce qui s'est passé avec Novès, quand Laporte est arrivé, que Novès était en place et que c'était très compliqué pour lui à gérer cette situation. Je pense que Galtier, en fait, il met... Galtier et Laporte, voilà, ils s'entendent très bien, ils ont joué en club ensemble, ils ont été en équipe de France ensemble, ils se connaissent par cœur, ils s'entendent très bien. Je pense que Galtier met aussi une petite pression aux électeurs, en gros, en disant que tout ce qu'ils mettent en place, si en gros Laporte n'est pas réélu, ils repartiront de zéro, ils se débrouilleront. Je sais pas si vraiment ils en seraient capables de partir, parce que être manager du 15 de France, c'est un peu le rêve, l'apothéose d'une carrière en tant qu'entraîneur. Et il faut pas bafouer non plus ce privilège que tu as d'être sélectionneur. Mais on sait aussi très bien comment ça se passe au sein de la fédération. Et si c'est pour revivre l'histoire de Novès, je comprends que Galtier puisse faire ce genre de déclaration. Je vais vous poser une question. Ouais. Quel joueur, donc depuis que Thomas Tuchel est arrivé, quel joueur a progressé avec Tuchel? Et à quel joueur du PSG on dit ça c'est Thomas Tuchel? Par exemple, Klopp à Liverpool, on va dire ce joueur-là, ou tel entraîneur, des fois même des entraîneurs modestes, ils arrivent, ils ramènent des joueurs soit en recrutement, ou soit ils prennent des joueurs du centre, ou alors des joueurs qui étaient déjà dans l'effectif, mais qui étaient, pas trop affirmés. Quel joueur du PSG aujourd'hui, dans l'effectif, on peut dire, c'est grâce à Thomas Tuchel qu'il a franchi un cap, 2 caps, ou il a essayé de le faire avec 3. Kerrer, mais on voit que Kerrer, ça marche pas. Il y a aucune progression. Non, mais ce que je suis en train de dire, non, c'est ça. Et Kerrer, il a aucune progression. T'as même Draxler qui a régressé. Draxler, il a régressé. Même Mbappé, même pour prendre des top joueurs. Tu peux pas dire, Tuchel, il a amené ça à Mbappé. Un petit truc en plus. Dans la manière de jouer, ou un truc. Il y a rien. Il y a rien sous Thomas Tuchel. C'est le néant. Et au niveau du jeu collectif du Paris Saint-Germain, il avait réussi à peut-être créer quelque chose l'année dernière, au mois de novembre, décembre, quand il a aligné ses 4 joueurs offensifs, et que tactiquement, on faisait des débats tous les jours dessus, et moi, je trouvais que, il avait essayé de faire quelque chose. Mais, bizarrement, non, il s'est arrêté. Contre Dortmund, finalement, il a rétro-pédalage, puis finalement, il rechange, Neymar en faux neuf, machin. Bon, il y a eu les départs de Cavani, il y a eu des choix après qui ont été faits, je sais pas si ça vient que de lui ou pas. Mais, voilà, il a pas réussi à mettre une équipe en place, un 11 en place, un système en place. Il utilise pas bien son effectif. Hier, je pense qu'il doit quand même mettre un numéro 9, même si c'est Kalimundo ou un jeune, mais il doit faire quelque chose. Et je pense que pour moi, il est totalement dépassé par la situation. Naomi Osaka, est-ce que peut-être à chaque fois je pose la même question, j'ai l'impression, mais est-ce que peut-être une bon, ça l'est déjà à tête d'affiche du circuit WTA, mais est-ce que peut asseoir une domination certaine dans Serena Williams? Ouais. Je crois pas du tout. Après, c'est une très très bonne joueuse, au demeurant. Ça, je le reconnais à 1 000 000%, mais mentalement, elle a certaines absences,
Mais elle est encore très jeune. Ouais, elle est encore jeune, elle a 22 ou 23 ans. 22, 23, ouais. Encore 7-8 belles années devant elle. Bien sûr, mais après, dans le tennis féminin, t'as vite fait de dégoupiller psychologiquement et te retrouver à la 50e place mondiale. Honnêtement, bon, il y aura de l'adversité maintenant au fur et à mesure que les années vont passer, parce que bon, Serena va bientôt rendre le tablier. T'auras une Osaka qui sera une figure de proue, mais de là à imposer une domination sans partage. Pourquoi il y a pas forcément plus de concurrence en face d'elle, non? Bah, il y a des joueuses qui commencent à éclore. T'as Sofia Kenin qui a gagné l'Open d'Australie. Bon, même si elle a perdu 6-0, 6-0 hier face à Azarenka, tu vas m'expliquer ça. Comment, numéro 4 mondial, tu t'arrives à perdre 6-0, 6-0, ça, faut m'expliquer ça. Elle avait arrêté, elle a repris. Elle aussi, elle était au fond du gouffre, elle est revenue, elle fait une finale. En fait, il suffit juste pour, j'ai oublié son nom. Osaka d'être constante. Et puis, voilà. Non? Elle a pas les capacités d'avoir cette constance-là sur le circuit. Alors, je dis pas gagner oui, de se faire les 4 grands chelems, mais voilà. Être au moins en demi sur chaque grand chelem, quoi. Ça va dépendre de son physique. Après, mentalement parlant, c'est vrai qu'elle a eu énormément de mal à gérer ses 2 premiers titres du Grand Chelem. Après, elle a eu une période de décompression où on la reconnaissait pas vraiment sur le plan du jeu. Justement, est-ce que c'est pas ça le plus difficile, d'arriver jeune, de gagner une fois, 2 fois, et après justement de pas se voir plus beau que tu es et de faire plus rien derrière. Là, comme t'as dit, elle a eu sa période de moins bien et ensuite elle gagne un Grand Chelem. C'est pas n'importe quoi non plus. Alors, cette équipe-là, elle est taillée parce qu'en fait, on retrouve toujours un peu le même effectif, sur cette rotation autour du Racing. Le Racing qui se base aussi beaucoup sur son centre de formation. On retrouve énormément de joueurs. Voilà, on les présente plus, quand on a toujours Vakatawa, en trade qui a été très fort, quand on a Finn Russell en 10 et qui est un des meilleurs 10 au monde, quand on a ce paquet d'avant avec Kamisha, Leroux, Loré, Klassen, voilà, c'est une équipe qui maintenant commence à avoir de l'expérience, c'est une équipe qui sait maîtriser ce genre de match. Mais le problème, c'est que la Coupe d'Europe, il y a d'autres équipes qui sont aussi performantes et qui sont aussi expérimentées. Et le week-end prochain, cette réception des Saracens, c'est un match qui s'annonce extrêmement compliqué de la part du Racing, même à domicile. L'équipe des Saracens, qui va y revenir après, a surpris tout le monde quand même à aller battre le Leinster, alors qu'on sait très bien que c'est une équipe qui est rétrogradée en D2 anglaise pour des soucis, voilà, de fair play financier. Les Saracens sont quand même encore un ton en dessous du Racing. Pour moi, ce serait un exploit que le Racing arrive à faire tomber Saracens. Moi, la seule interrogation, ça va être la Ligue des Champions. Comment ils vont la gérer? Ouais. Comment tu vas la gérer, l'enchaînement des matchs qui va intervenir là à partir du mois d'octobre. Ouais. C'est la seule certitude que j'ai du côté de Rennes. Sinon, sur le plan du jeu, c'est assez cohérent ce que propose Julien Stéphan. Ça va dépendre du niveau de la Ligue 1. S'il est aussi faible que l'année dernière, c'est sûr qu'ils vont être devant. C'est sûr. Mais honnêtement, par rapport au match de vendredi soir, franchement, j'ai pas été impressionné du tout. Samedi soir. C'était samedi soir. Ouais, samedi soir. Je trouve que jusqu'à la 70e minute, c'était poussif. Je trouve que c'était poussif et que ils ont eu de la réussite parce que le but, il est à 2 doigts d'être refusé. Ouais. Ils ont eu beaucoup de réussite. À la mi-temps, c'était je trouve que si une des 2 équipes menées, c'était pareil. Honnêtement, c'était pareil. Moi, j'ai trouvé ça poussif. Franchement, j'ai pas été impressionné par Rennes. À voir, comme a dit Mohamed, comment ils vont gérer l'aspect Ligue des Champions. Et aussi, je pense, les derniers mois du championnat, avec le potentiel départ de d'un de leurs meilleurs joueurs, à savoir Kamavinga, comment ça va se passer aussi par rapport à l'Euro, comment il va gérer toutes les sollicitations qui arrivent avec l'équipe de France, maintenant quand son nom va ressortir à chaque fois dans la presse, pour ça, quand c'est un de tes joueurs les plus importants, ça peut avoir une incidence sur la fin de championnat, là, quand tu parlais du podium. C'est pour ça que j'attends encore de voir, franchement, je suis incapable de te le dire. Danilo Pereira, ouais. Après, moi, dans mes souvenirs, je le voyais en tant que numéro 10. C'est pas vraiment une sentinelle à mes yeux. Je sais pas si... C'est un pur 6. C'est un pur 6. Ouais, avec le Portugal, je le voyais souvent en position
limite meneur de jeu. Ça dépendait des matchs. En tout cas, c'était sous l'ancien système de Fernando Santos. Donc, honnêtement, après à Porto, j'ai pas regardé suffisamment de matchs de Danilo Pereira. Je le voyais juste en sélection portugaise. Et c'est vrai qu'il avait un rendement plutôt intéressant du côté de la Seleção. Donc, écoutez, faudra voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais en tout cas, il a cette touche de créativité, ces façons de ressortir le ballon assez proprement et de bien trouver, de bien pouvoir casser les lignes assez facilement avec la passe. Ça, je pense que c'est une faculté qui nous manque, parce que mis à part Verratti, c'est pas avec Gay, c'est pas avec Herrera que tu vas parvenir à, quoique Herrera, je mitige, je rétropédale un petit peu sur mes propos, mais c'est pas avec un Gay, par exemple, que tu vas casser des lignes à travers la passe, malheureusement. Il a d'autres qualités. Mais pas celle-là. Pas celle-là. Ibrahim, est-ce que tu connais un petit peu Danilo Pereira? Non, je connaissais pas, mais j'ai regardé un peu, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter un vrai plus dans cette équipe du PSG, avec, parce qu'il est un peu plus imposant que les autres milieux de terrain, parisiens quand même, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui peut servir. Après, au niveau du jeu, franchement, je sais pas trop, j'ai pas vu jouer, mais on verra bien. C'est un joueur que j'avais beaucoup suivi il y a 2 ans, à l'époque d'Antero Henrique qui voulait le faire signer. En fait, c'est un joueur, c'est un pur 6 avec un vrai impact physique, en fait. Un vrai impact physique, et c'est un bon joueur, mais bon, après, je sais qu'il a eu une grosse blessure l'année dernière. Ouais. Je sais pas vraiment, après, depuis, je sais pas comment vraiment quand il est revenu. Après, voilà, franchement, ça peut nous faire que du bien. C'est un joueur c'est un profil qu'on avait besoin au milieu de terrain. Grande taille, qui ressort bien les ballons. Bon, après, on va pas dire que ça va être le nouveau Thiago Motta. Mais, je pense que ça va nous faire du bien. C'est un autre profil, donc, pourquoi pas, à tester, c'est tout. Yacine, bon, on va revenir quand même sur le côté terrain. Momo, il est en train de rigoler déjà. Défaite 6-1 face à Tottenham. Et Yacine, comment t'expliques ce match complètement raté des hommes de Solskjaer, certes réduit à 10, mais de là à perdre 6-1, c'est quoi ton regard en tant que suiveur de United? Beaucoup de résignation dans ce match. Beaucoup de résignation dans ce match, beaucoup de laisser aller, et tout simplement une représentation du manque de leader criant dans cet effectif de Manchester, où il y a vraiment une absence totale de personnalité, de caractère, quand Manchester est dos au mur, comme le scénario s'est présenté hier face à Tottenham. Et le problème, c'est que, comme l'a révélé Patrice Evra, qui est désormais consultant dans la plus grande chaîne anglaise Sky Sports, et il l'a dit hier juste après le match, quand ton capitaine est arrivé il y a 1 an et demi, il est déjà capitaine d'une institution comme Manchester, et que ce capitaine-là, qui est Harry Maguire, n'a toujours pas gagné de trophée majeur dans sa carrière, mais que dès qu'il arrive à Manchester United, il est capitaine de ce club, alors qu'il y a des joueurs qui sont là depuis X années. Un David De Gea, qui est l'un des derniers rescapés de la période, par exemple, Sir Alex, n'a pas eu le brassard. Un Pogba, qui est de l'académie du club, certes qui a eu quelques années à la Juve, mais qui est revenu à Manchester, qui connaît comme quiconque l'institution, n'a pas eu le brassard. Donc ça pose des questions sur la hiérarchisation un petit peu des joueurs. Et c'est tout simplement, cette débâcle et la représentation de ce manque de caractère, et que quand Manchester est dos au mur, au lieu tout simplement de faire le dos rond, le naufrage coule totalement. Par exemple, un Luke Shaw en fin de match hier, quand il savate complètement Harry Kane, normalement c'est un carton rouge également pour Shaw. United va terminer à 9 la rencontre. L'arbitre a été un petit peu pédagogue et clément, il lui a donné qu'un carton jaune. Mais voilà, un Luke Shaw qui est là maintenant depuis plus de 5 saisons. Doit montrer un peu plus de caractère et d'expérience dans ces temps difficiles.
Et l'arrivée d'Alex Telles, par exemple, en est la représentation. Hein, voilà, Luke Shaw fait 40 millions d'euros. C'était le latéral gauche le plus cher d'Europe quand il est arrivé en 2012. Et voilà, maintenant il aura un concurrent direct qui arrive avec un certain statut. Et ça montre aussi cette politique de mercato qui est déplorable depuis l'arrivée d'Ed Woodward en 2013. Ouais. 20 titres pour Rafa, donc qui égale Roger Federer. Est-ce que jusqu'où ira Rafael Nadal, 34 ans Tant que physiquement il tient debout. Ça fait quoi, son 13e Roland Garros là? 13 Roland Garros. 13 Roland Garros. Tant que physiquement il a 34 ans. Il joue comme ça jusqu'à 37-38 ans. Et encore, enfin, je suis de loin le tennis, mais il refuse pas de grands chelems ou de grands tournois pour se préserver sur d'autres, non? Non, Rome Madrid, il les gagne. Hein. Il s'est pas aligné sur l'US Open. C'était en raison du Covid. Ça, Federer le faisait, lui, il pourra le faire d'ici mois, même pour l'année prochaine, dans 2 ans. Il pourra se préserver. Je peux dire qu'il peut arriver à 23 au moins, 23-24 grands chelems. Ah, mais ce qui est impressionnant, c'est que... à droite et à gauche, un Open d'Australie, un US Open. Non, mais quand tu parles du palmarès, ce qui est impressionnant, c'est que Djoko et Federer, qui sont des joueurs de légende, ils ont gagné une fois Roland Garros. Alors que lui, il l'a gagné 13 fois. Et même les tournois qu'ils ont le plus gagné, que ça soit Djoko ou Federer, c'est l'Open d'Australie qui gagne 8 fois. 8 fois. Tu vois, et Nadal, le tournoi qui a le plus gagné, le gagne très, tu vois, c'est quand même un truc, c'est quand même un truc, voilà. Et c'est le tournoi le plus difficile du circuit. C'est le tournoi le plus difficile du circuit. C'est le tournoi qui a toujours joué en 5-7. C'est le tournoi en terre battue. Physiquement, c'est le tournoi le plus difficile. Et les joueurs, d'habitude, ça joue en juillet. Du coup, c'est vraiment harassant de jouer ce tournoi-là. Et ils le gagnent 13 fois. C'est incroyable. C'est Antoine Griezmann, moi, qui m'inquiète vraiment. Ah, bah, parlons-en de Griezmann, qui a encore fait un match dans l'anonymat le plus total. Est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de déclin pour Antoine Griezmann? Il a une saison dernière difficile. Il est perdu sur le terrain. Riyad, qu'est-ce que t'en penses? On en parlait aussi, je te rappelle, il y a un mois, le précédent match de l'équipe de France, c'était, voilà, à chaque fois on disait on entendait que Messi, en gros, lui faisait de l'ombre, ne voulait pas lui faire de passe, et patati patata, sauf que voilà, Griezmann, depuis qu'il est parti de l'Atlético, ça fait pchit, hein, comme dit la célèbre expression, il est vraiment, il a du mal à trouver ses repères, techniquement, il est pas dans le ton, même dans les attaques, il est pas dans le tempo, c'est vraiment pas bon, il a pas assumé, il a pas digéré du tout son transfert au FC Barcelone, il a pas su, peut-être, s'intégrer, dans le vestiaire, ça, on peut pas vraiment le savoir, mais en tout cas sur le terrain techniquement, voilà, quand t'es avec lui, t'es à 10 plus un joueur. Ouais. Il est pas dans le collectif et finalement en équipe de France, ça se ressent parce qu'il a perdu toute confiance. C'est devenu un fantôme. Maintenant t'as Mbappé qui descend un petit peu pour avoir créé, mais Mbappé dans ce rôle-là, c'est absolument pas ses qualités, quoi. Ses qualités, c'est la profondeur, être sur le côté pour provoquer balle au pied. Mais c'est pas d'aller organiser le jeu, d'être le numéro 10 ou de jouer entre les lignes. Il est capable par instant de le faire, mais c'est vraiment, ça reste sur des matchs, mais pas face à des grosses nations, des grosses équipes en club, par exemple. Du coup, il marche sur ses plates-bandes. Voilà, ça aide pas Griezmann non plus, mais Griezmann, il s'aide pas lui-même en étant à ce niveau-là. Peut-être qu'il doit faire une mise à jour complète, je sais pas, au niveau mental, mais là, avec les matchs qui vont s'enchaîner, le mercato est fini, ça va continuer comme ça. Déjà à Barcelone, il y a beaucoup de gens qui demandent de le mettre sur le banc et de mettre Trincao à sa place sur le côté. Ouais, mais le tout c'est qu'il fait de meilleures prestations que. En fait, même Dembélé, même en entrant, tant que t'es percutant et que t'élimines au moins ton vis-à-vis et que t'es d'accord techniquement avec tes coéquipiers, tu passeras devant lui. Justement, ça embraye sur ma prochaine question autour de la valeur du football de sélection en général, parce que on parlait de l'Angleterre, mais excusez-moi les gars, mais quand tu regardes les matchs de sélection, c'est pas la folie. L'Allemagne, pour l'instant, c'est pas fou. L'Angleterre, on vient d'en parler. Même la Belgique, c'est poussif. Le Brésil, c'est costaud. On va parler de la zone en Amérique du Sud, ça joue pas. Ça joue. Les Pays-Bas, depuis que Coman est parti, c'est pas terrible. L'Italie, c'est pas. Moi, mis à part le Portugal, en Europe aujourd'hui, je vois pas d'équipe enthousiasmante à avoir joué. Portugal enthousiasmant à avoir joué. C'est pas mal le Portugal. Le match contre l'Espagne qu'ils ont fait, moi j'ai bien aimé. Mais l'Espagne avait le ballon. Après, il y a eu à l'entrée
à l'entrée en seconde mi-temps de Joao Félix et tout. Les jeu de transition, je trouve intéressant. Voilà. En jeu de transition, des contre-attaques rapides. Ah, bah oui, pas me dire que. C'est un style de jeu qui, s'il est bien travaillé, peut-être à regarder. Ça me dérange pas. Non, c'est vrai que le Portugal, ils sont costauds en tout cas. Ils sont costauds. Ils sont forts. Non, mais voilà. C'est ça. Non, mais après, t'es pas obligé de jouer la position. Il s'est un peu ouvert. Oui, c'est un peu ouvert. Mais c'est vrai que contre la France, ils m'ont déçu. Par contre, là, contre la France, ils m'ont terriblement déçu. Mais lui aussi, c'est du coup, Cristiano Ronaldo n'a pas eu un seul ballon. Sans doute, c'est du coup, il va aller en France, il sait très bien qu'il va pas faire le jeu parce que derrière, il va se prendre c'est ça, la foudre. Voilà, les deux. Les contres. C'était pareil. Les taquets. Et Deschamps, il a dit la même chose. Ok, c'est ouvert. Là, je suis d'accord avec toi. J'ai peut-être un peu exagéré, mais que tu m'en parles comme si c'était. Non, j'ai dit, vu le marasme du football de nation, on va dire que c'est les seuls qui à la surface, qui sortent un peu de l'eau, quoi. Après, globalement, ouais, le foot de nation, parce qu'il y a aussi le foot de club qui prend de plus en plus d'importance. Et en plus, dans cette période-là où les joueurs n'arrêtent pas d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, même en sélection, parce qu'avant, ils avaient au moins une semaine entre les 2 matchs. Ça. Et en plus, là, ils ont joué 3 matchs, alors que d'habitude, c'est 2 matchs de sélection qui sont joués. Faut gérer encore, faut faire tourner les effectifs, il y a des cas de Covid, il y a des trucs. Voilà, tout ça fait que ça donne moins d'importance, c'est que les joueurs sont moins dedans. Il n'y a pas de public. Il y a, voilà, c'est sur les sélections sud-américaines, parce que aussi c'était les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est pas pareil. Il y a beaucoup plus d'enjeux. Sur les sélections africaines, parce qu'ils ne s'étaient pas retrouvés aussi depuis longtemps et que les matchs sont importants, parce que tu as les qualifs pour la CAN 2021 qui arrive. Mais plus globalement, même quand tu regardes. La Nation League, il n'y a pas de gros enjeux. Faut dire ce qui est aussi. Non, quand tu regardes la dernière Coupe du Monde, il y avait la Belgique qui jouait bien. Les 4 nations européennes dans le dernier quart. Le Brésil, c'était quand même poussif. La Croatie qui a été pas mal aussi au début. Et en dehors de ça. Après, quand tu regardes la Coupe du Monde 2014, j'ai vu l'Allemagne qui était séduisante. C'est vrai que la meilleure Coupe du Chili qui était pas mal. Ça reste la 2006. On en a parlé en plus dans les SBS. Oui, après, justement, quand tu parles de 2006, il y a aussi au niveau des grands joueurs, je pense qu'il y a un déclin en termes de qualité. Quand tu sors les grands joueurs des débuts des années 2000 ou de mi-2010, mi-2000, jusqu'à 2010, là t'étais impressionné quand tu voyais les noms sur. Mais maintenant j'ai l'impression que c'est la ruée aux jeunes joueurs. Voilà, c'est ça. C'est la course aux jeunes joueurs, moins de jeunes à l'époque et tout, très vite les mettre en sélection, très vite les. En plus, c'est impact avec moins de c'est monté. Pas jouer parce qu'il y avait trop de concurrence. T'avais une qualité. Il y avait un niveau qui était beaucoup plus élevé. Là, quand on voit par exemple Ansu Fati, et pourtant je suis le premier à dire qu'il est exceptionnel, mais quand on voit que c'est limite le leader d'attaque de la sélection espagnole à 17 balais alors qu'il a qu'une saison et demie dans les pattes. On va commencer l'émission avec toi, Mika, et le 15 de France qui nous a fait plaisir samedi en battant l'Irlande. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas battu l'Irlande au Stade de France. Victoire 35-27. Un mot sur la copie des hommes de Fabien Galtier, Mika. Il y a plein de mots qui sortent de ta bouche que j'ai pas entendu depuis des mois. Victoire, heureux, beau jeu. Non, ça fait un long moment qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, parce que avant on gagnait quelques matchs, mais il y avait même pas la qualité, alors que là tu gagnes, mais en plus t'en imposes face à une des meilleures équipes d'Europe, qui est l'équipe d'Irlande, qui a un jeu qui est millimétré. Cette équipe de France qui doute plus en fait de sa force, parce qu'elle peut subir, elle est très indisciplinée comme équipe, mais elle gagne, et elle gagne par le jeu. Voilà, elle gagne par le jeu. On a eu un très beau compliment de Johnny Sexton qui disait que la France est un peu comme les All Blacks, ils ont l'envie de marquer à chaque occasion maintenant. Et quand tu as cette envie de marquer, en plus avec les joueurs de classe mondiale, t'en arrives au niveau qu'il est aujourd'hui. On n'a pas tout métamorphosé, ces joueurs existaient déjà, mais il a fallu redonner de la confiance, il a fallu recadrer les choses, remettre un peu plus de rigueur dans tout ça. Et aujourd'hui, on en arrive à finir premier ex-aequo, mais deuxième à la différence au goal average. Donc c'est l'Angleterre qui remporte le tournoi des 6 nations. Mais nous, au-delà de pas gagner ce tournoi, ce qu'on a gagné, c'est encore plus fort. C'est-à-dire, c'est le retrouver la confiance, retrouver le goût de jouer. Voilà, le plaisir qu'il y a avec ces joueurs. Le score, en fait, pas vraiment la physionomie, parce qu'en fait, on prend ce essai à la fin. Mais sinon, la France a outrageusement dominé l'Irlande, notamment en seconde mi-temps. L'Irlande qui est tombée sur un jeu assez restreint qu'on connaît, mais la France qui les a fait douter par ses qualités en fait maintenant individuelles, qui met au service du collectif. En tout cas, c'était une très belle victoire. Les sourires sont retrouvés. Il y a une ossature qui s'est dessinée. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer dans ce sens-là, quoi. Sur le plan, sur la scène européenne, en tout cas, ce que je disais, c'est que j'ai
pas souvenir d'avoir vu récemment, en tout cas sur les 2 dernières saisons qui sont écoulées, un match de Lille aussi abouti, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Ils ont été réalistes, mais après, notamment dans la conservation du ballon, les transitions, ils savaient calmer le jeu lorsqu'il fallait le calmer. Honnêtement, il y avait tous les ingrédients, en tout cas, d'une grosse partition, en tout cas pour les Lillois. Après, ça ne reste qu'un match de poule. Il faut malgré tout relativiser. Mais franchement, chapeau à cette équipe lilloise. Parce que honnêtement, moi, j'ai pas vu le match de la première à la 90e minute. Je me suis arrêté à l'heure de jeu. Mais sur ce qu'ils ont produit durant 1 heure de jeu, honnêtement, c'était vraiment très, 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 très solide. Et c'est pas pour rien que Lille, en ce début de saison, fonctionne très, très bien en Ligue 1. Il y a pas de hasard. Ils ont vraiment l'effectif, en tout cas pour figurer sur les 2 tableaux, apparemment, et en championnat et en Europa League. Et ils en tirent profit magnifiquement. On voit le Yazici, je sais jamais comment prononcer son blaze. Yazici. Yazici, ok. Je vais y arriver un jour. Yazici. Un mec qui est cantonné sur le banc en Ligue 1, mais qui en Europa League, voilà, se révèle sous ses plus beaux habits. Et hier, la démonstration, en tout cas lilloise, a été telle que on n'a pas. La victoire ne souffre d'aucune contestation possible, en tout cas. Ouais, Ibrahim. Je rejoins totalement Momo. Après, est-ce que c'est le meilleur match en Europe de Lille? Je ne sais pas si on peut dire ça. Peut-être parce que depuis l'arrivée de Dalche. Phase de poule. Je pense que si c'était un match à élimination directe, un match de quart de finale, là, on aurait parlé d'un grand match. Mais après, ce qui fait que cette victoire est tout aussi retentissante, c'est le fait que là, il bat des records. Là. Le Milan AC n'avait pas perdu par 3 buts d'écart. Je crois que ça fait 20 ans ou si ce n'est plus. Ouais. Et en plus de ça, quand on regarde la forme de l'équipe en face, le Milan AC, ils ont perdu 0 match. Ils étaient invaincus, ils étaient invaincus cette saison. Hein. Et c'est Lille qui arrive, qui leur met 3-0 et pas juste. Qui arrive à éteindre Zlatan. Aussi. Un match abouti avec un joueur qui est en forme en Europe. Donc, comme il y a Zitier, 6 buts en 2 matchs. D'Europa League, ouais. C'est Monsieur Europa League, 2 triplés. C'est incroyable. Ça fait plaisir de voir Lille comme ça. Moi, franchement, depuis le début de la saison, moi, c'est une équipe que je plébiscite beaucoup. Et je pense que s'il continue sur cette lancée, il pourrait très bien jouer parfaitement sur les 2 tableaux. Déjà, tu arrives dans un environnement où il y avait des stars. T'es qui, toi? Tu viens de l'Atlético, ça faisait un peu cette impression-là. Et ça arrive, des fois, quand tu arrives moi, quand j'ai fait du basket, j'avais changé de région, j'étais en sélection de la Loire, j'arrive dans un club, on me met remplaçant, déjà. Et je le prends mal. Pour Griezmann, quand je l'ai vu arriver à Barcelone, je me suis senti un peu comme lui à ce moment-là. Tu arrives dans un nouveau club qui est plus fort, qui est plus fort. Oh putain. Mais ce mec-là, il doute de rien. Bon, bref. Ce mec-là, il doute de rien. Il s'est comparé à Griezmann normal. Au plus grand écart. Je suis mort. Oh putain. Je suis KO. Dès que Christelle a commencé à parler, il va faire la comparaison. Je regardais Momo, j'ai dit c'est quand il va réagir. C'est un truc. Combien d'écouter là? C'est incroyable. Non, mais vous ne rendez pas. Plus sérieusement. Vas-y, termine. Plus sérieusement. Et du coup, le fait qu'il n'y ait plus cet accord, que ce milliard s'envole, voilà, le fameux milliard, est-ce que ça va influer sur le niveau de notre championnat qui était déjà pas très bon, mais est-ce que là, on risque de voir un championnat encore plus faible qu'il ne l'est aujourd'hui? Moi, je pense qu'en fait, ce qu'on risque de voir, c'est déjà que c'est un championnat qui va vendre des joueurs. Je pense qu'ils vont vendre encore plus parce que là, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Voilà, dès que ça va être la pêche, la Ligue 1. Voilà, dès qu'un joueur sera un petit peu coté, je pense que là, il va avoir aucune hésitation. Donc, je pense que pour les 2-3 années qui viennent, ce sera vraiment, un championnat où les clubs vont axer leur politique sur
du trading, voilà. Un peu que comme ce qu'est en train de faire le LOSC, mais je pense que tous les autres clubs, mais sauf qu'ils n'ont pas la même, la même structure pour le faire. Donc ça va. C'est vrai qu'au niveau des effectifs et au niveau de la stabilité des clubs, ça va jouer beaucoup à mon avis. Ismaël. Ça va rajouter encore au problème. Ouais, moi je pense surtout que après au niveau de l'économie du foot, j'avais vu un article tout à l'heure, c'est surtout les petits clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, parce qu'on parle souvent de la Ligue 1, mais c'est aussi la Ligue 2, hein, quand on parle des droits de Ligue 1, ça concerne aussi les clubs de Ligue 2 qui vont être impactés, parce que eux, leur source de revenus, elle dépend essentiellement des droits TV. Alors les gros clubs comme Paris, Marseille, Lille, Lyon, ils arrivent à diversifier un peu leurs sources de revenus, notamment en vendant des joueurs à des prix à l'étranger qui sont parfois énormes. Mais des clubs comme Dijon, par exemple, un club comme Dijon, ses sources de revenus, 79%, ses revenus, c'est les droits TV. Tu vois ? Alors que les gros clubs de Ligue 1, ils arrivent à se diversifier. C'est pas aussi important que ça. C'est une grosse part aussi. On est à des 30-40%. Mais c'est Lyon pas à 20%. aussi... Lyon est numéro 1 avec 20% uniquement de droits télé. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est des gros clubs, c'est des grosses machines qui ont aussi diversifié leur économie, du coup. C'est pas comme le petit club de Dijon qui, lui, tout repose sur ça. Donc, je pense que ça va créer un niveau encore plus important entre les gros clubs et les petits clubs en Ligue 1. Moi, je pense que les petits clubs vont être obligés de revendre des joueurs. Peut-être ça va même commencer cet hiver. Donc, c'est vrai qu'en Ligue 1, traditionnellement, tous les clubs de Ligue 1, sauf Paris, avaient pour habitude de revendre leurs meilleurs ou leurs 2-3 meilleurs joueurs dans la saison. Mais là, je pense que ça risque de commencer dès cet hiver, surtout pour les petits clubs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir à l'étranger plus tôt que prévu, en fait, parce que la Ligue 1, il y aura toujours ce problème-là de droits TV, et les gros clubs vont pas forcément recruter non plus, parce qu'ils vont vouloir faire des économies aussi. Ouais. Donc je pense que il y aura une différence de niveau qui va être encore plus important qu'aujourd'hui, en fait. Et est-ce que le destin du championnat français ne va pas ressembler par exemple au destin d'un championnat comme la Belgique, qui est aujourd'hui complètement décoté, qui n'attire personne et qui est au fond du sac? Moi, c'est ça ma crainte, parce que là, aujourd'hui, donc il y a plus ce milliard, Canal+ devrait récupérer la mise, mais ils vont mettre combien sur la table? Et est-ce qu'ils vont diffuser tous les matchs aussi? C'est ça, ça va être ça aussi la question. Peut-être qu'on va être dans un système où il y aura des matchs qui ne seront même pas diffusés, que Canal+ vont choisir de diffuser les 3-4 meilleurs matchs et c'est tout. Et pour un montant qui va être peut-être moitié moins, voire plus. Donc est-ce que là vraiment... Ouais, vas-y, Ismaël. Non, je disais, il faut absolument que la LFP en fait arrive à trouver un concurrent en fait à Canal+ pour essayer de nuancer un peu ces enchères-là. Parce qu'en fait, là, par rapport au contrat qui lie Mediapro à la LFP, le fait est que Mediapro arrête le contrat quand la LFP a trouvé un nouveau diffuseur. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça va être Canal+, le nouveau diffuseur. Tout le monde le sait. Et Canal+ aussi, ils le savent. Donc en fait, eux, ils sont dans leur canapé, ils sont assis tranquillement, et ils sont pas pressés pour diffuser tous les droits de la Ligue 1 et pour payer le reste des droits, en fait. Ils sont pas pressés du tout. Parce que eux, plus le temps y passe, et moins ils vont payer cher pour cette saison. Donc en fait, ils jouent la montre, Canal+, ils vont jouer la montre. Ils vont mettre la LFP à genoux, en fait. Pour retarder le truc. Ils sont pas du tout pressés, Canal, pour diffuser la Ligue 1 là aujourd'hui. Salim, qu'est-ce que rien ne les oblige, en fait. Ouais, après faut savoir que niveau crédibilité, Canal+ avait quand même perdu gros avec la perte de la Ligue 1. Déjà qu'ils avaient perdu la plupart des championnats étrangers qui diffusaient, ils n'ont gardé que la première ligue. Donc du coup, je pense quand même que ils vont se servir de cette histoire, pour remonter un peu niveau image, pour revenir un peu sur le devant de la scène. Donc pour eux également, je pense que ça va être une occasion rêvée. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des sommes astronomiques sur la table, c'est clair, parce que là,
en gros, la balle est dans leur camp. Donc, faut pas s'attendre à une somme incroyable. Je pense quand même qu'ils vont quand même mettre un petit peu d'oseille, quitte à faire des prêts, à étaler des paiements sur plusieurs années, etc. Mais à mon avis, quand même, Canal+ va entre guillemets sauver un petit peu le football français. C'est tombé. Le PSG qui va affronter le FC Barcelone en 8e de finale. Les gars, première question, est-ce que c'est un tirage au sort idéal pour, on va dire, anticiper, démarrer la deuxième partie de saison côté Paris Saint-Germain? Tirage au sort idéal. Tirage au sort idéal, je sais pas. Ça fait partie avec l'Atlético des équipes, à mon point de vue, que le PSG aurait souhaité éviter. Sachant que tu aurais pu aussi tomber sur Porto, qui aurait été un meilleur tirage. Mais je sais pas, ça fera de belles affiches, parce que c'est quand même dans 2 mois. Les équipes sont encore. Enfin, le Barcelone est en rodage. Paris est sur les rotules. Tu vois, donc. Ça reste l'équipe avec le meilleur joueur du monde, donc Barcelone sera toujours dangereux, mais à voir ce que donnera le PSG. Mais pour moi, franchement, c'est trop loin pour dire quelque chose, quoi. C'est dans 2 mois, le retour dans 2 mois et demi, le retour dans 3 mois, un peu plus même, enfin dans 3 mois pile. C'est compliqué. Salim? Ah bah c'est le match qu'on attendait. En tout cas, moi, j'espérais voir ce match. Voilà. Comme certains supporters parisiens aussi, je ne citerai pas le nom, qui ne sont pas dans cette émission. Bilal, l'espérer aussi. Bilal. Donc franchement, voilà, c'est devenu une sorte de classico européen, qu'on a l'habitude de voir, avec toujours des matchs, qui nous réservent des scénarios un petit peu improbables et qui a que sur les 2 derniers, une certaine rivalité. Donc non, franchement, c'est excitant. Moi, j'ai hâte de voir ce PSG Barça. Dans quel état seront les équipes dans 2 mois, on ne sait pas trop. Le Barça a beaucoup de points faibles cette saison, une défense vraiment passoire, avec des équipes espagnoles qui n'ont plus peur de Barcelone, clairement. Et Paris aussi a montré un peu une certaine instabilité. Un coup, ça va bien, un coup, ça va pas bien. Voilà, beaucoup de joueurs qui sont pas présents tout le temps. Donc, en tout cas, c'est ouvert. C'est ouvert. Pour moi, c'est du 50-50 par rapport aux antécédents, par rapport aux équipes actuelles, même si Paris peut être légèrement favori aujourd'hui. Mais, encore que. Donc, en tout cas, moi, je suis très excité de voir ce match. Paris-Barça, encore une fois. Donc, une double confrontation. Et voilà, que le meilleur gagne, c'est reparti. Ismaël? Ouais, comme disait Riyad et comme dit Salim, c'est vrai que d'une part, c'est dans super longtemps, c'est dans 2 mois. Et c'est vrai que, pareil, je suis assez excité de voir cette confrontation-là. Même si sur cette double confrontation, la différence, c'est que là, il y a le retour au Parc des Princes cette année, et que ça sera peut-être l'un des premiers matchs après confinement que les spectateurs pourront voir. Donc ça aussi, c'est quand même des choses qui sont à noter pour le Paris Saint-Germain. Ce serait quand même assez limité. Tu peux jouer ta qualif au retour avec du public. Ce serait peut-être possible, tu vois. Si l'UEFA jugera que tout doit jouer à huis clos par équité, entre guillemets, vu qu'en Espagne, il ne devrait pas avoir de supporters au moins jusqu'à la fin de saison. Attention, pour le moment, l'UEFA, il n'y a pas de huis clos à l'UEFA. Parce qu'il y a des pays où... Non, il y a les clubs russes. Je veux dire, tu vas jouer avec 5 000, 10 000. Tu peux dire c'est sur une confrontation aller directe au niveau de l'éthique, autoriser... tu vas avoir des supporters dans un stade et dans l'autre ne rien avoir. Ça peut jouer quand même. Donc du coup, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de public au parc. Ouais. En tout cas, c'est une confrontation entre 2 équipes où voilà, ça sera un match entre 2 bêtes blessées par rapport à d'habitude. C'est 2 équipes qui dominent leur championnat et qui font peur à leurs adversaires avant même de jouer. Et là, cette fois-ci, on n'aura pas ce côté-là. Donc, on verra d'ici les 2 mois ce qui va se passer. Il peut se passer énormément de choses. Mais d'un côté, on est une équipe du Barça qui est un peu trop Messi dépendant selon les critiques.
Et d'un autre côté, on a un Paris Saint-Germain qui vient juste d'avoir son leader technique qui vient d'être blessé et ça risque de durer plusieurs semaines. Donc, c'est pas sûr ça, attention, c'est pas sûr encore. Hein. Pour Neymar, apparemment, c'est pas si grave que ça. Comme il est un sentimental dans sa relation au football et dans sa relation aux gens, il est aussi un sentimental dans sa relation à la politique. Il a grandi dans un pays, l'Argentine, qui était une dictature militaire soutenue par les États-Unis. Donc naturellement, il a choisi le camp d'en face, mais sans savoir pourquoi. Donc c'est vraiment pas du tout construit et très impulsif, très sentimental comme vision du monde. Et en fait, il deviendra ami personnel avec Castro, avec Chavez, le président vénézuélien. Mais c'est quelqu'un qui a basé toute sa vie en fait sur l'affect. Le truc, c'est que n'importe quel président argentin savait que prendre en photo avec Diego, c'était pour lui quelque chose d'exceptionnel en termes de popularité. D'ailleurs, Fernandez, le président actuel, quand il a décrété les 3 jours de deuil, bien sûr qu'il y a beaucoup de respect, mais il savait que s'il le faisait pas, ça risquait d'être la révolution, vous voyez, dans le pays. Donc, voilà. Et puis après, on va dire la phase post-carrière, notamment les années 2000, à part le tout début des années 2000, à partir de 2003, on a Nestor Kirchner, ensuite on a sa femme, pendant longtemps, et il est très proche d'eux. Très proche d'eux. C'est des gens plutôt qui sont de gauche, mais qui sont beaucoup moins, on va dire, radicaux dans leur vision économique et sociale que peut l'être un Castro ou même un Chavez. On va parler de Thomas Tuchel, qui a quitté le Paris Saint-Germain hier. C'était l'information de la journée. Salim, est-ce que tu as été surpris par le timing et surpris par son départ à ce moment-là? Oui, quand même, parce que quand j'ai appris la nouvelle, sur le moment, je m'y attendais pas. Voilà, ça fait longtemps que je parlais des limites de Tuchel et qu'il faudrait peut-être penser à le remplacer, etc. Mais bon, il n'y avait pas forcément de nom qui se dégageait plus que ça, en tout cas dans la presse, etc. Après, voilà, donc au fond, ça me surprend pas, mais sur le moment, j'ai été surpris du timing et je m'y attendais pas, en fait. Ouais. Riyad, même question. Surpris par son départ, le timing Comme Salim, pu lui faire ça la veille de Noël, je trouve ça pas très beau. T'es dégueulasse, Leonardo, t'es dégueulasse, El Khalifi. Non, mais en tout cas, j'y croyais pas pour un licenciement après le Final 8, comme tu te rappelles, comme on en parlait début septembre avant le match contre Lens et l'OM et tout, la reprise de la Ligue 1, parce que tu avais tout simplement trop de charges à payer en licenciement entre lui et tout son staff. Et là, ils ont attendu 6 mois, une fenêtre de tir de 2 semaines sans compétition. Ils en ont profité après que l'équipe ait passé l'écueil de la qualification en Ligue des Champions et soit dans les 3 premiers bien placés en Ligue 1, quoi, on va dire. Surpris, oui, quand même. Après, tu sentais quand même que ça allait. Tout le monde le savait que ça allait pas très bien. Rien que Salim, c'était il y a 2 semaines dans l'émission où il disait voilà, que c'était fini pour lui. Moi, je lui donnais toujours le bénéfice du doute par rapport à la préparation physique et tout, mais force est de constater qu'à Doha, on est sur la ligne Salim, pas sur celle de Riyad. Mais maintenant, attendons de voir le successeur. Par rapport aux entraîneurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain et surtout depuis l'ère QSI, on a l'impression que à chaque fois qu'un entraîneur quitte le Paris Saint-Germain, ça se finit un peu mal. Pourquoi à chaque fois qu'un entraîneur passe au Paris Saint-Germain, il y a toujours de l'enthousiasme au début, en tout cas pour la plupart des entraîneurs qui sont passés. Et derrière, en fait, on a le sentiment que ils n'ont pas donné ce qu'ils avaient à donner ou qu'ils n'ont pas pu donner ce qu'ils devaient donner au Paris Saint-Germain. On l'a vu avec Unai Emery. Moi, je me souviens, quand il est arrivé après Laurent Blanc, on s'est dit « Ah, voilà un entraîneur qui va faire du jeu direct. C'est fini le jeu avec la baballe. Dès que Tuchel arrive, la rigueur allemande, c'est bien. Il va influer quelque chose aux joueurs. » Et au final, on se retrouve toujours avec les mêmes mots. Et je sais pas si tu as vu. Ouais, regarde. Je sais pas si tu as vu, mais Pochettino, il n'est pas nommé, que j'ai vu 2-3 articles de pareil, j'ai pensé comme toi. Exactement. Et au final, en fait, on se retrouve avec des entraîneurs qui, j'ai l'impression, et Salim a dit un peu le terme dans son explication, des entraîneurs débordés par l'environnement du club. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est juste les joueurs? Parce qu'on a beaucoup parlé de la politique des joueurs. Est-ce que c'est au-dessus?
Cette demande de poigne, t'as l'impression que c'est une demande une demande des fans et des médias. Tu vois, voir un entraîneur qui la poigne sur son groupe, c'est lui qui dicte le tempo, quoi, au groupe. Alors qu'à Paris, depuis le début, ça se passe pas comme ça. À part sous Ancelotti, où c'est un manager hors pair, un des meilleurs en Europe, un des plus grands entraîneurs qu'a eu le PSG et qui est passé en Ligue 1 et de l'histoire du foot tout court, à mon avis. Mais il y a toujours eu conflit. À la fin, c'est les joueurs qui ont gagné. Sous Laurent Blanc, c'est les joueurs qui menaient, avec le fameux conseil des sages, si je me trompe pas. D'ailleurs, il est toujours en place. Emery, il a tenu la première année parce que tu n'avais pas de gros stars. Deuxième année, bim, il s'est fait manger. Tuchel, il s'est fait manger après Manchester et c'était fini. Ouais. C'est toujours pareil. Et Pochettino, là, il n'est pas encore nommé. Comme je te l'ai dit, il y avait déjà 2-3 articles. Là, oui, on est fan de sa rigueur à Tottenham. Son équipe était l'équipe qui courait le plus du championnat. Si à un moment, tu n'as pas une volonté et un organigramme au club et tout l'environnement autour du club qui n'est pas assaini, l'entraîneur, t'as beau mettre qui tu veux, tu n'iras pas loin. Hein. Bon, à part des pointures, genre je te ramène le top 2 Club Guardiola, auquel les joueurs là vont rentrer dans le rang parce qu'ils savent que le coach sera plus important qu'eux. Ouais. Mais dans cet environnement-là, où est le Paris Saint-Germain? Non, faut un assainissement complet du club et de l'entourage du club. Ouais. Pour que les fantasmes entre guillemets de l'entraîneur qui gère son groupe, qui a la main dessus, puissent se vérifier. Et ensuite, je pense que cet été, tu perdras soit Neymar, soit Mbappé. À mon avis, ce sera plus Mbappé que tu vas perdre. Peut-être que ça va permettre aussi au nouvel entraîneur d'être facilité dans son approche tactique, entre guillemets, parce que tu sais très bien qu'avec ces deux-là, offensivement, c'est quand ils sont les deux en forme, la tête à l'endroit et que tu as un collectif derrière, c'est magnifique. Mais les 80% de l'année, tu vois du pouce-ballon et tu es frustré en regardant les matchs parce que ça pourrait être tellement mieux. Mais finalement, avec avoir deux têtes comme ça, je suis pas sûr que ça serve une équipe. Et il y a deux entraîneurs qui sont cassés les dents dessus au PSG, ça a été Emery et Tuchel. C'est loin des incompétents. Je pense pas qu'un entraîneur puisse arriver à ce niveau-là en étant incompétent. C'est juste que avoir deux grosses têtes comme ça, des transferts à plus de 200 millions d'euros, les salaires qu'ils ont, je crois que c'est pas possible de les tenir et les faire avancer ensemble sur 38 journées et sur les Coupes d'Europe. Ouais. T'as d'autres questions, Et on parle pas d'un remplacement de Solskjaer? Solskjaer? Sa situation sportive? Sa situation contractuelle? Totale confiance. Pour l'instant, totale confiance de la part des dirigeants de Manchester. Il a un match de retard, il a 2 points du leader Liverpool, il vient d'égaliser le record de victoire à l'extérieur en Première Ligue, chose que même Sir Alex Ferguson n'a jamais fait, parce que c'est un record détenu par Chelsea. Il y a eu ce petit couac européen avec cette élimination en phase de poule, mais rappelons que Manchester, il y a 24 ans de moyenne d'âge, l'équipe est encore jeune et en phase d'apprentissage, et l'Europa League, je trouve, est pour l'instant une compétition à la hauteur de Manchester. Rappelons qu'ils étaient demi-finalistes l'année dernière. L'objectif donc sera de la gagner et puis d'aller jusqu'au bout de cette Première Ligue qui sera folle. Hein. Moi, j'en ai parlé avec Nas en off. Cette Première Ligue, les amis, je le dis là, dès ce mois de décembre, je ne pense pas que le champion d'Angleterre aura plus de 80-83 points. Je ne pense pas. Avec cette situation sportive, avec cette situation du coronavirus, avec ces stades vides, avec ces matchs à répétition, et oublions pas que la Première Ligue est le seul championnat qui a 3 remplaçants au lieu de 5 dans tous les autres, il va avoir de la casse, il va avoir donc un rééquilibrage de niveau et on voit que beaucoup de clubs perdent des points très facilement contre des équipes jugées normalement moyennes ou faciles. Donc ça va jouer jusqu'à la fin et Manchester United a sa carte à jouer dans ce championnat. Donc Solskjaer pour l'instant a vraiment la totale confiance des Glazers.